À l'aide des enregistrements de plusieurs sismographes, on sait maintenant la structure de la Terre. Comment? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre bien ça. Je veux pas. Tu commences après la découverte des sismographes et l'étude des sismogrammes. Alors, qu'est-ce que c'est un sismographe? Tout simplement, c'est un appareil qui permet d'enregistrer les ondes sismiques. Il y en a deux. Il y a les sismographes verticaux qui enregistrent les vibrations verticales vers le haut, vers le bas. Il y a aussi les sismographes horizontaux qui enregistrent les vibrations horizontales, c'est-à-dire vers la gauche et vers la droite. Donc, lorsque les ondes sismiques qui proviennent du foyer arrivent à la surface, ils vont provoquer sa vibration. Alors, ces vibrations peuvent être enregistrées par le sismographe sous forme de traits zigzags, ce qu'on appelle le sismogramme. Donc, qu'est-ce que c'est un sismogramme? Tout simplement, c'est l'enregistrement obtenu par le sismographe. Voilà un exemple d'un sismographe. À partir de cet exemple, on peut identifier trois ondes sismiques. Il y a les ondes P, les ondes S et les ondes L. Les ondes P, ce sont les ondes premières. Ce sont les premières ondes qui arrivent à la surface et bien sûr, ce sont les plus rapides. La propriété de ces ondes, que sont capables de se propager dans tous les milieux. Sont capables de se propager dans le milieu solide et aussi dans le milieu liquide. Et ensuite, il y a les ondes S. C'est les ondes secondaires. Ce sont les deuxièmes ondes qui arrivent à la surface et sont les moins rapides. La propriété des ondes S que sont capables de se propager seulement dans le milieu solide. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de se propager dans le milieu liquide. Ces deux ondes, P et S, sont capables de se propager même dans les couches les plus profondes de la Terre. À la fin, il y a les ondes L. C'est les ondes de la surface. Ce sont les dernières ondes enregistrées par le sismographe et se propagent seulement à la surface, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de se propager à l'intérieur de la Terre dans les couches les plus profondes. Alors, pour découvrir la structure de la Terre, on va suivre la vitesse de la propagation des ondes PES à l'intérieur de la Terre. Je vous rappelle, pourquoi les ondes PES et pas les ondes L? Tout simplement car les ondes L ne se propagent pas dans la profondeur, alors que les ondes PES sont capables de se propager à l'intérieur de la Terre et même atteindre les couches les plus profondes de la Terre. Alors, voilà un graphique qui représente la variation de la vitesse des ondes sismiques PES en fonction de la profondeur. Vous avez deux courbes. Donc, ça, il présente la courbe qui présente les ondes P et celle-là, elle présente les ondes S. Alors, à partir de ces deux courbes, on remarque que la vitesse de ces ondes n'est pas constante, mais c'est-à-dire n'est pas stable, mais il varie selon la profondeur. Et comme ça, on peut diviser ces variations en deux types. Il y a une variation progressive, c'est-à-dire petit à petit, soit une augmentation progressive comme à ce niveau-là, ou bien une diminution progressive comme celle-là. Il y a aussi une variation brusque, c'est-à-dire soudaine, comme à ce niveau-là. On voit que la vitesse augmente d'une façon progressive, mais d'un coup, il y a un changement brutal de la vitesse, il y a une diminution rapide, il y a une chute de la vitesse en passant de 13 km à 7 km. Alors, les chercheurs, ils ont utilisé 6 variations de la vitesse des ondes sismiques pour connaître la structure de la Terre. On a utilisé ces variations brutales comme ça pour déterminer les différentes couches de la Terre. Au début, les scientifiques pensaient que l'intérieur de la Terre il est uniforme, c'est-à-dire il se forme à certaines profondeurs, on va trouver les mêmes roches. C'est comme tu as dit, il y a une seule couche rocheuse à l'intérieur de la Terre. Mais tout ça change en 1909 par la découverte de Moreau. Moreau a remarqué une variation brutale de la vitesse à la profondeur de 30 km. À ce niveau-là, on voit bien que la vitesse augmente rapidement en passant de 7 à 9 km pour les ondes P et de 3,7 à 4
9,8 km par seconde pour les ondes S. Là, on pose la question, pourquoi il y a cette accélération de la vitesse à ce niveau-là? Tout simplement car il y a un changement du milieu. C'est-à-dire que la Terre n'est pas uniforme, mais en fait, il est composé par deux parties. C'est deux couches différentes. La différence entre ces deux couches, c'est la composition rocheuse. C'est-à-dire que les deux couches ne se forment pas de les mêmes roches. La partie superficielle, alors nommée la croûte terrestre, et la partie la plus profonde, nommée le manteau. Pour la croûte, on a identifié deux variations. Dans le milieu océanique, le changement se trouve à environ 10 km, alors que dans le milieu continental se trouve entre 40 et 60 km. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre la croûte océanique qui est moins épaisse et la croûte continentale qui est plus épaisse. Et les chercheurs, ils ont nommé les limites entre ces deux couches, où se fait la variation brutale de la vitesse, la discontinuité de Moreau, c'est au nom du chercheur qui l'a découvert. Donc, qu'est-ce que c'est une discontinuité? Tout simplement, c'est une surface qui sépare deux enveloppes terrestres et qui se caractérise par une variation brutale de la vitesse des ondes sismiques. Alors, en 1912, le sismologue Gutenberg va détecter une autre variation brutale de la vitesse à la profondeur de 2900 km. Et comme ça, on a trouvé la troisième partie de la Terre, c'est le noyau. Et on a nommé cette discontinuité la discontinuité du Gutenberg, qui marque la séparation entre le noyau et le manteau. Et à cette profondeur, on a détecté aussi la disparition des ondes S. Donc, il n'y a pas des ondes S. Ce qui montre que l'état de ce noyau est liquide. Pourquoi? Car on a dit que les ondes S, elles se propagent seulement dans le milieu solide. Ils sont incapables de se propager dans le milieu liquide. Ce qui montre que ce milieu-là, ce noyau, il est liquide. Donc maintenant, on a divisé la Terre en trois parties, la croûte et le manteau. Les deux sont séparés par la discontinuité de Moore. Et le manteau et le noyau, les deux sont séparés par la discontinuité de Gutenberg. Et on a dit que le noyau, il est liquide. Alors, en 1936, la sismologue Lehman, donc c'est une chercheuse, a remarqué la réapparition des ondes S à la profondeur de 500 000 km, de 5100 km, après avoir disparu à la profondeur de 2900 km. Ce qui montre que le noyau mis en évidence par Gutenberg en 1902 n'est pas totalement liquide. Mais en fait, il contient une partie solide, ce qu'on appelle la graine. Et comme ça, on peut diviser le noyau en deux parties. Une partie liquide, c'est le noyau externe, il est liquide. Et une partie solide, c'est le noyau interne, c'est ce qu'on appelle la graine. Alors, pour résumer, l'analyse de la propagation des ondes sismiques a permis de connaître la structure interne de la Terre qui se compose de trois couches. La croûte terrestre, il y en a deux, la croûte océanique et la croûte continentale. Et on a dit que la croûte continentale plus épaisse que la croûte océanique. Le manteau aussi, il est divisé en deux. Il y a le manteau supérieur et le manteau inférieur. La différence entre ces deux, c'est au niveau du comportement des roches. Le manteau inférieur est rigide, alors que le manteau supérieur, il est formé par des roches un peu molles et ils sont ductiles. Et la troisième partie, c'est le noyau. Il est aussi divisé en deux, noyau externe liquide et interne solide. Donc, ces couches sont séparées par des discontinuités de Moreau qui séparent la croûte et le manteau, discontinuité de Gutenberg qui sépare le manteau et le noyau, et la discontinuité de Lehman qui sépare le noyau externe du noyau interne. Alors, la dernière chose à savoir avant de finir la vidéo, ainsi que la surface de la Terre est divisée en plusieurs plaques lithosphériques, océaniques et océano-continentales, qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Alors, quelles sont les couches qui forment ces plaques lithosphériques? La plaque lithosphérique se compose par deux couches, la croûte terrestre et une partie de manteau supérieur. C'est pour ça qu'il y a une autre structure de la Terre, pas selon sa composition,
qu'on vient de la voir, mais par le comportement de ces roches. La partie que forme la plaque et qui se déplace, nommée la lithosphère, et se compose par deux parties, la croûte et une partie du manteau supérieur. Le reste du manteau supérieur, nommé la sténosphère. La différence entre ces deux, entre la lithosphère et la sténosphère, c'est que la lithosphère, il est rigide, alors que la sténosphère, il est ductile. Donc c'est pour ça on peut dire que les plaques, ce sont des couches rocheuses rigides qui se déplacent sur des roches ductiles, hein. Ce sont les roches qui forment la sténosphère.